d'un seul coup, j'ai ma vie qui défile. Alors, pas les meilleurs épisodes, mais j'ai toute ma vie qui défile. C'est-à-dire que j'ai la véranda, j'ai le lit dans ma chambre la nuit, j'ai la grange dans le fond du jardin, j'ai les odeurs, j'ai les actes. Tout me revient. Tout. Et là, avec tout ce que ça engendre, c'est-à-dire le malaise, la honte, la colère, la haine, j'ai tout. Je me souviens de tout. Mon corps savait tout. Et en fait, ce mal-être, c'est comme si j'étais aspirée constamment en arrière par cette petite fille, en fait, cet enfant intérieur, qui vit en boucle la chose tant que tu ne lui dis pas que c'est fini, qu'il n'y a plus de danger, etc. Eh bien, cette petite fille me ramenait constamment en arrière, tout le temps, et elle m'empêchait de vivre parce que elle n'arrivait pas à vivre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui une interview qui me tient particulièrement à cœur, celle d'une femme qui a vécu le pire, l'indicible, l'inavouable, l'impardonnable, mais qui s'en est sortie avec une force incroyable, une résilience qui force l'admiration. Cette personne, c'est Sarah Atman qui nous raconte à travers cet entretien une partie de son parcours de vie, le reste est raconté en détail dans un livre à paraître prochainement. Je vous remercie pour votre fidélité à ce podcast qui fête ses 3 ans et j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année ainsi qu'une très belle écoute de cet épisode. Eh bien Sarah, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment très content de te recevoir. Alors ça va être un épisode un peu atypique et je préviens du coup d'ores et déjà les auditeurs puisque le principe en fait de cet épisode c'est justement que tu vas nous parler de ton parcours de vie qui est évidemment un parcours assez chaotique mais que tu as surmonté et donc voilà, on va faire un petit peu différemment de d'habitude. Sarah, on va commencer, pas forcément par te présenter, mais justement par parler de ton enfance et de ce dont tu te souviens de ton enfance aujourd'hui. Oui, alors d'abord, bonjour Xavier, je suis vraiment très très heureuse de passer dans ton émission, c'est vraiment un grand honneur pour moi, donc merci beaucoup. Alors c'est simple, moi mon enfance c'est le trou noir. Je ne me souviens absolument de rien de mon enfance, c'est-à-dire que je suis incapable de te compter un Noël, Pâques, anniversaire, des choses que j'aurais vécues, des souvenirs que les gens ont. J'ai pas tout ça. Je suis incapable de te dire quoi que ce soit sur mon enfance de 0 à environ 12-13 ans. Et donc, ça déjà c'est assez atypique. Donc tes premiers souvenirs qui sont identifiés à 12-13 ans, c'est quoi justement? Alors 12-13 ans, c'est quand j'ai commencé entre guillemets à grandir et à sortir dans tous les sens du terme, et c'est aussi l'âge où j'ai commencé à rencontrer des garçons, dont un en particulier, et donc là je pense que l'éveil a commencé seulement à partir de ce moment-là, quand les premiers émois, quand les premiers amours s'éveillent, c'est là que je commence à avoir les premiers souvenirs de ma vie, ouais. Ok. Avec le recul qui est le tien aujourd'hui et tout ton parcours que tu vas nous raconter tout à l'heure, comment tu comprends du coup cette amnésie qui est la tienne, donc de 0 à 12 ans? Ça s'est réveillé il y a pas longtemps, en fait, avec l'accouchement de mon deuxième enfant, de ma fille. Et j'ai commencé à vraiment me poser des questions quand le papa de ma fille me racontait souvent, en fait, ah, mais quand j'étais petit, j'aimais bien ça, quand j'étais petit, j'adorais manger ça, ou j'étais avec telle personne, etc. Et en fait, je me rendais compte que quand il me posait des questions, eh bien, moi, j'étais incapable de jouer à ce ping-pong de souvenirs, je n'avais rien à lui dire. Et bon, je me disais secrètement, c'est quand même bizarre, moi, que je me souvienne de rien. Et quand je suis tombée enceinte de ma fille, eh bien, il y a des choses qui ont commencé à se réveiller en moi. Donc, c'est-à-dire des sons, des sensations et des images, mais comme si je percevais l'histoire de quelqu'un
comme si ça ne m'appartenait pas. Et là, les souvenirs de mon enfance ont commencé. Mais je ne savais pas encore que ça m'appartenait. D'accord. Et sans rentrer dans le détail, ces images, ces sons, ces différentes perceptions finalement, c'est quelque chose d'assez souffrant, c'est quelque chose ou de plutôt banal? Alors, c'est quelque chose de très souffrant et de très honteux, puisque il faut savoir, je précise quand même que même si je n'ai jamais pris de médicaments, puisque je travaille dans le médical et donc j'ai toujours vu les ravages des médicaments, et même si j'ai toujours été quelqu'un depuis toujours de dépressive, de toujours un peu dans le noir, un peu d'asocial, de colérique, de toujours en mal-être permanent comme ça, eh bien tout simplement je me disais, ça y est, je deviens folle, puisque bon, il y a un terrain entre guillemets psychotique dans ma famille, donc je me suis mis une fatalité, je me suis dit ça y est, je deviens folle, puisque ces images étaient très très malaisantes, c'est-à-dire que je percevais un homme, je savais très bien qui c'était, je vais pas te le dire tout de suite, mais je percevais un homme avec des sensations corporelles et sexuelles très très malaisantes. J'avais des sensations aussi comme si je vivais quelque part cet acte sexuel. Et en fait, si tu veux, ça se passe, ça dure 2 secondes maximum. Et j'ai ça qui te prend pendant que tu fais à manger, pendant que tu es en train de changer la couche de ton gamin, Voilà, ça te prend comme ça, tu as des sensations, ça te fige. Et là, tu te dis, ben ça y est, je deviens folle. Ok. Bon, donc j'imagine, donc ça t'arrive. Au début, tu te dis, bon, ça m'appartient pas forcément, ça vient Oui, comme ça, comme un cheveu sur la soupe. ouais. Et ensuite, comment ça évolue tout ça? Alors, ça évolue que je suis aussi dans un même temps prise de phobie d'impulsion. Je développe ce qu'on appelle des phobies d'impulsion, quelque chose qui est très tabou dans la société, puisque c'est aussi honteux, puisque la phobie d'impulsion, hein, pour rappeler ce que c'est par exemple, tu es en train de câliner, de bercer ton enfant, et d'un seul coup, tu te vois en train de le jeter par la fenêtre. Tu es à table avec des amis, ça se passe super bien, t'es trop bien, et d'un seul coup, tu te vois en train de prendre le couteau et de tous les trucider. Ça, ce sont des phobies d'impulsion. Vous pouvez pas vous tromper, c'est vous voyez d'un seul coup en train de faire du mal à ceux que vous aimez le plus. Sauf que, ce qui est rassurant, c'est ce qui veut dire que vous ne passerez jamais à l'acte. Et en fait, c'est un symptôme qui fait partie de ce qu'on appelle un trouble anxieux généralisé. Donc là, je me dis, je vais vraiment pas bien, je vais commencer à aller voir des thérapeutes et on va voir ce qui se passe. Donc, je suis passée par une psychologue, j'ai détesté, puisqu'elle m'a dit que j'étais folle. Pour une psychologue, ça le fait pas trop. Donc j'ai arrêté et j'ai commencé à voir une sophrologue. Alors j'ai pas aimé la pratique, mais il y a quelque chose qui s'est déclenché, c'est-à-dire qu'elle a réussi à m'emmener quelque part en me donnant un petit cursus de méditation, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai réussi à me visualiser en train de monter des escaliers, de rentrer dans une chambre. Et là, je me suis agenouillée auprès d'un lit. Et dans ce lit, il y avait une petite fille. Et cette petite fille, c'était moi. Et je la voyais toute effrayée. Je me suis approchée d'elle. Je lui ai caressé les cheveux. Je lui ai dit, ça va aller. Je suis là et on va commencer l'histoire ensemble. Et là, la méditation s'est arrêtée. Et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis surprise à pleurer, en fait. Et là, j'ai compris que tout part de là. C'est là-bas qu'il fallait que j'aille chercher la chose. Et tu vas chercher quoi concrètement alors, avec cette petite fille? Alors, c'est très compliqué parce que j'entre dans quelques années de errance. Je baigne dans un contexte familial très compliqué avec une mère qui est psychotique, bipolaire, à tendance schizophrène et donc qui est harceleuse, qui est dangereuse. Et donc là, je grandis donc dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, moi j'ai toujours été là-haut, mais là, ça devient urgent, ça devient vital en fait. C'est dans mes tripes, je dis, il faut que je parte, il faut que je m'en aille d'ici, c'est une question de vie ou de mort. Et donc je fais tout pour prévoir un déménagement le plus loin que je puisse le faire.
Et donc là, c'est tombé sur la Normandie, dans la Manche. Et donc en 2019, enfin je me libère, je déménage. Et c'est à ce moment-là que ma vie va vraiment basculer parce que l'univers va... Ça y est, je suis prête. Ils ont décidé là-haut que j'étais prête et ils ont dit c'est bon, on peut tout lui mettre sur son chemin pour que elle y aille. Ah, ça c'est fou. On a vraiment l'impression que du coup tu réagis comme une sorte tu vois, il y a un instinct de survie, quoi. Il faut que je fuis parce que sinon je meurs, quoi. Ah oui, oui, oui. Et c'était latent depuis tellement d'années où je me dis, mais je vais mourir ici, je vais littéralement, pour de vrai, mourir. Puisque, bah voilà, moi, dans cet état dépressif, il faut savoir que j'ai voulu mettre fin à mes jours tellement de fois. Et ce qui m'a sauvée, c'est mon fils, déjà, parce que j'avais mon fils, et à chaque fois que j'avais envie de me pendre ou de me tailler une veine, non, mon grand est là, hop, il me ramenait à la raison. Ça a été pareil après avec ma fille. Donc là, je sens, de toute façon, je sentais, il fallait... voilà, si je veux vivre, il faut que je parte. Donc 2019, tu arrives dans la Manche. Par quel bout tu prends le sujet? Parce qu'on se dit potentiellement, bah, il y a du lourd derrière. Donc comment on commence ce travail? Alors moi j'arrive là-bas totalement dépressive quand même, malgré le fait que ce changement d'environnement me donne une bouffée d'oxygène, me sort un peu la tête de l'eau. Voilà, je suis en train de me noyer et là c'est comme si quelqu'un, c'est l'image qui me vient, quelqu'un me prend et me laisse respirer un petit peu. Je suis arrivée en août 2019, on me laisse le temps un peu de respirer et là on me replonge la tête dans l'eau. Mais malgré tout, je monte une petite entreprise autour de la nutrition sensorielle, etc. Hein, des passions de ma vie, la nutrition. Donc je monte une petite entreprise, je commence tout doucement à fleurir, et là tombe le Covid. Et à partir de ce moment-là, ce n'a été qu'une succession de, entre guillemets, hasards qui a fait que je rencontre, dans le cadre de ce Covid et de ce confinement et de ces réunions à distanciel, je vais rencontrer une fille qui va s'accrocher à moi, puisque du coup je fais partie d'une coopérative qui héberge les petites entreprises, et il s'avère que cette fille fait partie de cette coopérative. Et va savoir pourquoi, moi je ne voulais absolument pas d'être humain dans ma vie, c'était impossible pour moi. Elle va s'accrocher à moi, cette fille. Et c'est de cette fille qui va jouer un rôle à la fois très lumineux et très sombre dans ma vie, c'est à partir de là que tout commence. Donc cette fille, enfin, c'est une thérapeute, c'est quelqu'un qui te, enfin, comment elle te met les choses en lumière du coup? Donc on attend de sortir du confinement et été 2020, du coup, je rencontre cette fille. J'arrive chez elle, donc repas très sympa, et j'apprends seulement au cours du repas, et totalement entre guillemets par hasard également, que son conjoint est médium. Eh bien, figure-toi qu'il me dit, comme ça, entre, entre deux bouchées, il me dit, dis donc, t'as vécu des sales trucs, toi, dans ta vie, hein. Tu es très sombre, il y a quelque chose autour de toi. Alors, moi, je lui réponds, ah bon, bah, je lui dis pourtant, ça va, je suis bien aujourd'hui, je suis contente d'être là. Non, 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 je parle pas de ça. Il me dit, je parle de ton grand-père. Il y a quelque chose avec ton grand-père et ta mère a passé un pacte avec le diable. Waouh. Et il me Sympa. laisse... Entre le plat et le dessert. Exactement, exactement. Et il me laisse avec ça. Parce que bah, je lui dis, mais dis-moi en plus. Non, je peux pas t'en dire plus pour l'instant, et puis je me sens pas bien. Et il a été pris d'une sorte de petit malaise. Et puis ben voilà, débrouille-toi avec ça, rentre chez toi. Et puis il faut savoir qu'à l'époque, c'est pas si vieux que ça, hein, mais moi tout ça, ça me faisait peur, c'était obscur, c'était sectaire, fallait pas me parler de tout ça. Je savais bien qu'il y avait quelque chose, mais fallait pas trop m'en parler. Et je continue les réunions avec cette fille, sauf que c'est en présentiel et on fait du covoiturage. Et un jour, donc, je la ramène chez elle et lui était là. Et donc, je descends pour le saluer et là, je lui fais la bise et il est pris d'un énorme malaise et il me dit « S'il te plaît, fais quelque chose parce que si tu ne le fais pas, ta fille va décéder. » Donc, très violent, d'ailleurs, avec le recul, enfin...
éthiquement parlant, je suis pas sûre que ce soit, parce qu'il en fait pas son métier, hein, il est totalement autre, c'est pas son métier. Donc je lui dis oui, effectivement, je sens bien que j'ai quelque chose, mais aide-moi, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Moi, j'y connais rien, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, je vais te donner un numéro de téléphone, tu l'appelles, et il va faire ce qu'il faut pour toi. Bon. Et il s'avère que c'était le numéro d'un exorciste. Tu vois, en quelques mois de temps, je me retrouve de rien à projeter dans un monde terrible. Et là, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que les cadres vont voler? Est-ce que je vais me transformer? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je vais partir en lévitation. Mais oui, exactement, exactement. Donc, tant pis, ma fille va mourir, en fait. Tu m'as dit que ma fille allait mourir, donc je t'écoute. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, t'as pas vraiment de recul à l'époque sur tout ce qu'on peut te dire, et puis tu as pas cette compréhension de quelque part de ce qu'un médium peut dire et peut filtrer ou peut te dire à travers ses filtres. Donc tu n'as pas le recul pour te dire non, j'y vais pas, il me dit des bêtises. Tu te dis voilà, on me parle de ma fille et ça touche ta fibre maternelle, donc tu pars dans l'action, quoi. Ah oui, totalement. Et puis il faut savoir que en parallèle, en fait, ma fille ne va pas bien à cette époque. Elle a 2 ans et 2 ans et demi. Et en fait, elle ne va pas bien. Elle a développé des espèces de crises d'hystérie, mais tellement fortes et pour une miette de pain, quoi. Donc ça, c'était quotidien, c'était tout le temps, et je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais mal pour qu'elle se mette dans des états pareils? Je dis peut-être c'est de ma faute, j'ai un terrain colérique, donc du coup, je lui ai transmis ça, ça va pas, ça va pas. Et la femme de ce médium me dit, va voir telle personne qui est kinésiologue, elle va lui remettre ses méridiens en place, donc là pareil, hein, c'était du charabia pour moi, et tu verras que ça va le faire. Et en fait, donc en parallèle, j'emmène ma fille dans le cabinet de cette kinésiologue qui me dit, illico, elle me dit, écoutez, votre fille a bien quelque chose, mais ça ne lui appartient pas. Elle dit, elle a une colère profonde en elle, mais ce n'est pas la sienne, c'est la vôtre. Ok, donc elle me remet en place ma fille qui était totalement en vrac. Bah voilà, exactement, super. Et donc, elle me dit, je ne peux que vous conseiller de revenir me voir, vous, en fait. Donc, j'ai dit, ok. Donc, elle me remet ma fille en place. Et moi, je reprends rendez-vous derrière. Donc, le mois d'après, j'ai rendez-vous et avec l'exorciste et avec la kinésiologue. Ouais. Ok, et quand tu vas voir un exorciste, alors moi j'en ai jamais consulté pour le coup, ça fera peut-être d'ailleurs l'objet d'un épisode sur ce sujet, mais concrètement, l'exorciste il vient pour faire quoi? Alors, ça s'est passé comme dans le film. Le monsieur qui arrive avec sa mallette, et donc en fait je me souviens, moi j'étais assise dans le salon et j'étais très très mal, vraiment très profondément pas bien. Et je le vois et j'ai croisé son regard, en fait, c'est dingue, je revis la scène, c'est mon conjoint qui ouvre la porte et il m'a tout de suite vu, il a croisé mon regard, son regard était très triste, il s'est approché de moi, il m'a regardé et il m'a dit « Mais qu'est-ce qu'on vous a fait ?» Et là je lui ai dit « Je sais pas, c'est pour ça que vous êtes là en fait. » Et donc il s'assoit, tout ça, mon conjoint lui propose un café. Et il dit non, excusez-moi, je vais pas l'accepter, je me sens vraiment pas bien, ça va vraiment pas, il faut qu'on commence. Donc il dit ok, on y va. Et donc en fait, une séance d'exorcisme, il installe tout, comme dans le film, il installe son pupitre, il prépare ses prières, les bougies, il prépare ses petits rituels, etc. Et ensuite, le rituel pour chasser le démon, entre guillemets, pour chasser aussi les énergies négatives, parce que l'exorcisme, j'ai appris que voilà, c'était pas seulement va des rétro Satanas, c'était aussi pour les énergies négatives, c'était aussi pour dégager tout ce que tu as cumulé de mal dans ta vie, etc., et qui s'engouffre en fait en toi, là, dans ce plexus. Il est là pour ça. Et je me suis dit, il va rien se passer de toute façon. Il faut y croire pour qu'il se passe quelque chose. Eh bien, lorsqu'il a commencé ses prières, instantanément, je me suis mise à avoir tous les membres qui m'ont brûlé et je n'arrivais plus à rester immobile. C'est-à-dire que j'étais comme prise de
voilà, il fallait que je bouge ma tête dans tous les sens, je me tortillais, il fallait pas que je bouge, mais c'était impossible et tout, et j'avais l'impression qu'on m'extirpait quelque chose du corps, de la tête, enfin c'était assez spécial et douloureux, et ça a duré 2 heures, quoi. Ok, lui, quand il fait ça, donc il comprend qu'il y a quelque chose qu'il faut dégager, on va dire. Ouais. Mais est-ce qu'il arrive à savoir quoi? Et est-ce que tu vois, est-ce qu'on va à l'origine du problème? Ou est-ce que finalement on se contente, même si c'est très important, de travailler sur les conséquences et de te libérer de toute cette noirceur qui t'environne en fait? Alors, lui, son but, voilà, c'est de te dégager, peu importe ton histoire, il peut très bien te dégager sans connaître ton histoire. Moi, malheureusement, je n'avais pas encore tous les éléments à ce moment-là. Je lui ai dit, je sais que ça vient de ma mère, je sais que ça vient de mon grand-père, par contre, je sais pas ce qu'ils ont fait. Par contre, il était persuadé de quelque chose, c'est qu'il y avait de la sorcellerie, ça c'était certain, et que comme si on voulait que je meure en fait, et à petit feu. Donc c'était vraiment... Alors, dans mon cas, c'était et de la sorcellerie et tout du mal que j'avais cumulé pendant 30 ans, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Donc tu sors de là, j'imagine, un petit peu fatigué, mais d'un autre côté un peu libéré aussi. J'ai dormi 3 semaines. 3 semaines, Ah oui, rien que ça. incapable de... Ah oui, je me levais pour... juste pour manger un petit truc, je retournais me coucher, je me levais, je retournais me coucher. J'ai fait ça pendant 3 semaines, j'étais... Ah oui, KO. KO. Ma fille aussi d'ailleurs, puisque en fait elle a été dégagée aussi. Hein. Quand tu es dégagé toi, ils dégagent pas les enfants très jeunes. En fait, il suffit de dégager les parents et les Oui, enfants, ça suit derrière. par Donc résonance, ouais, évidemment. voilà, ma fille a été dégagée aussi, pareil. Hein. Par contre, elle KO, elle a vraiment aussi dormi très très longtemps. Plus jamais de crise d'hystérie. Tout s'est éteint du jour au lendemain. Ouais, c'est fou. Ok. Et donc ce travail avec la kinésio, est-ce que lui, il te permet d'aller creuser un peu plus l'origine du sujet? Oui, oui. Alors, la kinésiologue, c'est pareil. Elle va dater, en fait, par ses tests musculaires, elle va dater de quand date le traumatisme. Est-ce que c'est il y a 2 ans? Est-ce que c'est il y a 5 ans? Est-ce que c'est il y a 30 ans? Elle était persuadée d'une chose, c'est que c'était dans mon enfance. Donc, encore une fois de plus, tu vois, il faut aller creuser dans l'enfance. Maintenant, c'était une certitude de toute façon que ça s'était passé, que c'était un trauma de l'enfance, en fait. Et en fait, par ces tests et par des phrases qu'elle te fait répéter, en te montrant des couleurs et en testant en même temps, en faisant aller tes membres dans un sens ou dans l'autre, j'étais incapable de répéter une phrase, mais banale, du genre je suis heureuse et sereine. J'y arrivais pas, c'est-à-dire que quand il fallait que je répète, j'avais littéralement le souffle coupé. Je me pâmais, en fait. Je n'y arrivais pas. On a travaillé longtemps avec elle. D'habitude, la kinésio, c'est ponctuel. Là, il a fallu bosser. Elle aussi, enfin, elle pourrait témoigner. Elle m'a vu vraiment évoluer d'être au plus mal jusqu'à aujourd'hui, quoi. Le travail a été très long et douloureux. Ok, donc ça te permet d'aller un petit peu plus en profondeur sur les origines. Mais quel est finalement le moment clé pour toi où vraiment il y a la lumière qui se fait sur tout ce passé? Eh bien, malgré tout, j'ai un peu de répit avec cette séance d'exorcisme. Il faut que je me bouge parce que j'ouvre un cabinet, parce que entre-temps, je me lance dans tout ce qui est sophrologie, etc. En fait, je veux commencer par là pour ouvrir un cabinet. Et en fait, je me rends compte que, malgré tout, j'ai un cabinet, j'ai tout ce qu'il faut, c'est juste à côté de chez moi, j'ai tout pour être heureuse, etc. Mais je replonge totalement dans le mal-être, etc. Et là, je suis restée en contact avec l'exorciste, qui aujourd'hui est un grand ami, et je lui dis, écoute, ça va pas, ça va toujours pas, il y a quelque chose, quoi. Puis j'ai ces flashs en parallèle, alors ça, j'en parle à personne en plus, parce que c'est trop honteux, et c'est de plus en plus fort, et les sensations sont de plus en plus présente, de plus en plus malaisante. Donc il me dit, là encore une fois, histoire de numéro de téléphone, écoute, je vais demander l'autorisation à telle personne que tu puisses la contacter pour que tu puisses aller la voir. Et en fait, tu vois, c'est pas le genre de personne dans un cabinet que tu consultes, etc. Non, là, c'est vraiment la petite mamie dans son chalet
pour de vrai, hein, qui te prend, il faut qu'elle demande d'abord là-haut si elle peut te recevoir, etc. Donc moi, j'ai eu l'autorisation d'aller la voir. Et là, je crois que c'est la personne la plus forte dans ce domaine que j'ai rencontrée. C'est-à-dire qu'elle est capable de régresser, elle est capable d'aller dans le futur, elle est capable d'être dans le présent, elle est capable elle voit tout. Je me demande si c'est un être humain d'ailleurs ou si elle descend pas de suite de là-haut. Elle est juste incroyable. Et en fait, quand tu rentres chez elle, elle te pose une seule question, elle te dit « Que puis-je » Et donc, moi, je lui dis, tu vois, je me dis encore, je dis, bon, je vais pas trop l'influencer, on va voir si elle est si forte que ça. Et je lui dis, voilà, je viens parce que j'ai un mal-être très intense en moi, j'ai un énorme doute sur ce qui m'est arrivé, mais j'aimerais qu'on me le confirme. Et je m'arrête là. Et là, elle me dit, comme si je lui avais posé la question, elle me dit, oui, c'est bien votre grand-père, et vous n'êtes pas folle. Oh. Je lui dis, ok, donc là, vous venez de confirmer mes ressentis. Par contre, maintenant, j'aimerais des détails. Et elle me dit, les détails, vous les avez déjà, il me semble, non? Avec toutes ces sensations, tous ces flashs. Wow. Très, très effrayant. Je lui dis, oui, c'est vrai. Et là, du coup, le dialogue se fait et elle m'a donné des détails. Et moi, je lui dis, j'ai une période dans la tête entre 2 et 8 ans. Elle me dit, oui, je confirme, entre 2 et 8 ans. Et alors, c'est pas que ça s'est passé entre 2 et 8 ans. Hein. C'est que mon calvaire a duré de 2 à 8 ans. Et donc, là, d'un seul coup, je sais pas si elle... Parce que tu vois, elle fait pas un rituel comme tu peux faire en hypnose transpersonnelle où il y a une induction, il y a machin, on prépare le terrain. Non, elle, j'ai l'impression, tu sais, qu'elle t'endort sans que tu t'en rends compte. Et là, d'un seul coup, j'ai ma vie qui défile. Alors, pas les meilleurs épisodes, mais j'ai toute ma vie qui défile. C'est-à-dire que j'ai la véranda, j'ai le lit dans ma chambre la nuit, j'ai la grange dans le fond du jardin, j'ai les odeurs, j'ai les actes. Euh, tout me revient. Tout, 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 tout. Et là, avec tout ce que ça engendre, c'est-à-dire le malaise, la honte, la colère, la haine, euh, j'ai tout. Je me souviens de tout. Mon corps savait tout. Et en fait, ce mal-être, c'est comme si j'étais aspirée constamment en arrière par cette petite fille, en fait, cet enfant intérieur, qui vit en boucle la chose tant que tu ne lui dis pas que c'est fini, qu'il n'y a plus de danger, etc., eh bien, cette petite fille me ramenait constamment en arrière, tout le temps, et elle m'empêchait de vivre, parce que elle n'arrivait pas à vivre, tu vois. Et là, je me suis vue. En fait, elle t'emmène... C'est très particulier quand je parle de mon enfant intérieur à chaque fois. En fait, elle t'emmène... Moi, elle m'a emmenée dans le jardin, en fait, et je la voyais partir dans cette grange, et je peux rien pour elle. Je suis emmenée sur le pas de cette porte, je vois tout, je peux rien pour elle, je hurle, je lui dis d'arrêter, mais je ne peux rien faire, je suis impuissante. Je revis tout dans l'impuissance. Et c'est un petit peu le revers de la guérison qui dure un moment quand même, c'est-à-dire c'est l'impuissance. Tu te sens coupable et impuissant de toi-même, en fait. Tu te sens coupable et impuissant de ton enfant intérieur. Et tu en arrives à cette folie de te dire, comment est-ce que j'ai rien pu faire pour moi-même, pour elle, pour cet enfant? C'est inadmissible. Et c'est une étape de la guérison très particulière à dépasser. Alors, tu as des techniques pour ça. Il faut trouver la tienne. Mais moi, ça m'a hanté tellement de temps parce que à partir de ce moment-là se passe aussi une transmutation. C'est-à-dire que là, tu as le choix. C'est soit tu meurs, soit tu transmutes. Parce que entre le monde où tu te dis je sais qu'il s'est passé un truc, je sais que j'ai été violée par mon grand-père, je sais que,
et le monde où tu dis « je suis sûr », ça s'est passé, où tu parles au présent, il y a tout un monde qu'il faut traverser. Et ce monde à traverser là est infiniment douloureux. Moi, j'ai cru que j'allais en mourir, mais tellement salvateur. Quand on t'écoute, bah, évidemment, c'est aussi très difficile à entendre. Et d'ailleurs, merci de nous partager ça avec autant de transparence et de nous le faire revivre. On a la sensation que, alors, c'est évidemment incroyablement difficile, et en même temps, comme tu le dis, c'est presque une seconde naissance en fait. Mais oui, moi je dis toujours, je suis décédée le 8 février 2022 dans ce chalet. Il s'est passé un truc dans ce chalet, je suis entrée quelqu'un, je suis sortie autre. De toute façon, vu comme dans l'état dans lequel j'étais après ce rendez-vous, bah je te dis, j'ai cru que j'allais en mourir parce que physiquement, déjà, c'est comme s'il y a quelque chose, comme une sorte d'alien qui voulait absolument sortir de toi. C'est infiniment douloureux, physiquement, physiologiquement, il se passe des choses. J'ai l'impression de me transformer. Enfin, le monde est infiniment différent. Je perçois tout. Dès que je sors de ce chalet, je perçois le monde autrement. C'est incroyable. Comment tu te remets de cette annonce qui, même si c'est salvateur, quand même c'est un sacré choc, et du coup on se dit mais il faut pouvoir l'entendre tout ça, faut pouvoir le vivre. Donc comment tu te remets de ça et comment tu continues à avancer finalement? Alors c'est pareil, tu vois, quand je t'ai dit soit tu meurs, soit tu décides de transmuter, bah moi je me suis raccrochée à mes enfants et j'ai dit là il faut que je transmute. Parce que entre-temps, je m'informe beaucoup, je dévore des livres, je m'informe, etc. Et je suis convaincue d'une chose, de par ce qui s'est passé avec ma fille aussi de toute façon, c'est que tu transmets ça à tes enfants. Donc tu te dois de te libérer au moins pour eux, pour pas qu'ils aient à ramasser les ruines de ta vie, tu vois. Donc pour eux, je décide d'avancer. Donc j'ai un énorme pic de waouh, ça y est, je suis née, ça y est, je vais vivre, je ne survis plus, je vis. Et là, je rechute, mais je me casse la figure, mais incroyablement. Ah oui, je me claque les dents sur le trottoir, quoi. C'est-à-dire que la chute est brutale, je retombe dans la souffrance, etc. Et je décide de revoir cette dame. Sauf que, tu vois, c'est vraiment comme Maître Yoda, hein. Sauf que là, elle me reçoit, mais elle me reçoit 10 minutes. Elle me dit, en toi, tu as les ressources. Il est hors de question que je t'aide une deuxième fois. Tu vas y arriver. Je vois la lumière en toi, ça crépite, ça crépite. Tu as les ressources pour te Ouais, en gros débrouiller toute seule. elle avait fait le boulot et Ouais. c'était fini quoi. C'est à toi de jouer Ah maintenant. oui, mais je lui dis, mais non, c'est pas possible. Moi, je suis personne, je suis rien, j'ai aucun talent, j'ai aucun don. J'y arriverai pas, en fait. Je vais en mourir, j'ai peur d'en mourir parce que c'est trop dur. Non, t'inquiète pas, ça va aller. Débrouille-toi. Du coup, la prochaine étape de conscientisation de tout ça, enfin la prochaine étape qui est marquante pour toi, c'est quoi? Alors, la prochaine étape, je me dis, bon, bah, on va se débrouiller. Alors, le cabinet flanche un peu, parce que ben, j'ai un peu lâché, le téléphone sonne moins, etc. Et puis bon, j'étais pas dans un bon mood, comme on dit, donc tu attires aussi ce que tu es. Donc, comme j'étais pas super, ben, le cabinet, c'était pas super. Et donc, je décide, parce que c'est quand même un grand cabinet, je décide de faire une porte ouverte pour faire découvrir mes pratiques qui ont évolué entre deux. Donc je suis passée de la sophrologie que j'ai détestée au toucher du corps. Et là, je me retrouve un peu mieux. Et donc je décide de faire une porte ouverte pour faire découvrir mes nouvelles pratiques et faire découvrir d'autres thérapeutes dans ce cabinet. Je veux qu'il y ait un médium qui fasse découvrir sa pratique au cours de cette porte ouverte. Je rencontre Fanny, elle décide d'accepter un rendez-vous de guidance pour savoir un peu où je vais, pour essayer de m'aiguiller en fait. Donc on commence plutôt soft, hein, on parle du pro, on parle du perso mais léger, voilà, tout se passe bien, et puis bah, arrive le moment où je lui dis voilà, je lui avais pas encore trop dit mon trauma, et elle me dit en tout cas il y a des abus sexuels. Alors je lui dis oui, elle me dit oui, je confirme, hein, il y a des abus, ça a duré très longtemps.
mais il y a autre chose, il y a quelque chose avec ta mère, non? Alors je lui dis, oui, oui, je pense qu'il y a quelque chose avec elle. Mais en fait, si tu veux, j'étais persuadée d'une chose, c'est qu'elle me faisait du mal, mais mon cœur balançait. Je me dis, est-ce qu'elle a essayé de me tuer? Ou est-ce qu'elle a fait autre chose? Ou est-ce que c'était une autre forme de violence? Mais dans les deux cas, j'étais persuadée que, voilà, d'une manière ou d'une autre, elle a voulu me tuer. Et donc, je vois Fanny très mal à l'aise et je lui dis, écoute, franchement, parle avec tes mots. Parce que, voilà, c'est pas évident non plus pour un médium de parce que elle a des flashs dans sa tête, elle voit des choses, elle ressent des choses, il faut qu'elle les transmette et c'est très malaisant aussi pour elle et puis c'est particulier parce qu'elle Bien sûr, et tu te dis toujours jusqu'à quel point la personne en face de moi est capable d'entendre ça. En fait. Exactement, et je voyais elle tiquait, etc. Je lui dis non, 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 vas-y, tu me dis même avec tes mots, hein, c'est pas besoin de philosopher, on y va. Alors, il a fallu, entre guillemets, que je l'aide un peu. Je lui dis donc, c'est bien sur ma mère que tu es là, oui, oui, c'est ta mère. Elle commence par me dire, elle était complice. Bon, je lui dis, c'est pas un scoop. Ça, je sais très bien que dans la famille, tout le monde savait, mais surtout, fallait se taire parce que tu comprends l'image, etc., etc. Bon, elle me dit, non, non, mais elle était impliquée. Et là, je sens que elle commence à balancer, à vriller sur ce que moi, j'avais un peu en tête. Et là, en fait, pour la première fois, j'ai très peur de ce qu'elle va me confirmer. Et je lui dis, ok, elle me dit, Sarah, il y a beaucoup d'hommes qui gravitent autour de toi. Ok, donc je dis ça. Et en plus, je me revois encore lui répondre, ça, je sais que ma mère était une femme comme ça, et donc, effectivement, le cadre était pas idéal. Et elle me dit, non, non, pas que sur ta mère. Voilà, en fait, ta mère te droguait pour te vendre à des hommes. Bon, bah, il y a eu le même blanc. Et là, d'un seul coup, ah oui, mais oui, en fait, oui. Et puis là, d'un seul coup, la drogue me revient en tête, euh, les moments me reviennent en tête, et au même moment où j'ai tout qui me revient, parce que l'amnésie traumatique est très particulière, hein, c'est-à-dire que tu as tout en toi. Tu as tout en toi, tout, tout, tout. Les visages, les sons, les couleurs, les sensations, les odeurs, etc. Tu n'as rien oublié, en fait. Tu as absolument tout en toi. Il suffit du petit déclencheur. Donc certains, ça va être l'accouchement, certains, ça va être la grossesse, certains, ça va être même un truc, mais du plus banal. Et là, poum, la boîte explose. Et là, ma boîte était déjà en train de lâcher des petites choses. Et là, elle a littéralement explosé. Et là, pareil, je suis projetée 30 ans en arrière. J'ai le flacon de ce qu'elle me donnait pour m'endormir. J'ai les gars. Bon, alors les gars, j'ai pas réussi encore à aller chercher les visages, mais ça viendra peut-être. Puis qu'importe, hein. Mais j'ai tout qui me revient. Et elle, en même temps que j'ai les flashs, c'est comme si on était en symbiose. Elle me parle en fait. Elle me dit voilà, on te bandait les yeux devant la télé, on te ceci, on te cela, etc. Et là, le plus dur, je vais te dire le plus dur, c'est les sensations corporelles. Tout le monde n'a pas de sensations corporelles hein, quand on revit les choses après une amnésie traumatique. Moi, je les ai eues. Et ça, c'est très très dur. Très très difficile. Waouh, ok. Alors là, encore une fois, on replonge en fait, tu replonges dans une nouvelle horreur. Et en même temps, je comprends que c'est vraiment quelque chose qui ne ment pas en fait. C'est-à-dire que ça se confronte à ce que tu ressens au plus profond de toi, donc c'est validé entre guillemets. Encore une fois, comment on accueille ça, comment on l'intègre en fait. Alors là, ça a été beaucoup beaucoup plus dur qu'avec le grand-père parce que en fait, bon, moi j'ai jamais, c'est bizarre, mais j'ai jamais entre guillemets aimé ma mère. J'ai été élevée par mes grands-parents parce que j'ai eu une mère aussi fuyante qui avait pas le courage de m'élever. Et j'ai été élevée par mes grands-parents avec une grand-mère qui a fait ce qu'elle pouvait, un grand-père qui a fait ce qu'il a fait, chaque jour de mon existence. Et, euh, et j'ai grandi un peu dans ce contexte-là, voilà. Et ça a été très dur parce que, bah,
on va me dire, bon, tu l'as jamais aimé, donc ça peut pas te toucher autant. Si, en fait, parce que en tant que parent, je crois que c'est la maman, en fait, qui a pas accepté qu'une maman fasse ça. Et, euh, et ça a été très dur. C'est la mère que tu es vis-à-vis de tes enfants qui ne comprend pas ou qui ne peut pas accepter qu'une mère puisse se comporter comme ça, c'est ça? Ah oui, 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 là, ça dépasse tout, ça dépasse l'entendement, ça dépasse... Non, non, il y a trop de paramètres qui sont... Donc là, ça a été dur. Et en plus, il y a un truc qui m'est arrivé à retardement aussi, tu vois, cette histoire d'impuissance, à retardement, de culpabilité. Bah là est venue en retard la honte. Je me suis sentie sale. Et je peux te dire que, très honnêtement, si je me suis pas lavée 4, 5 fois par jour pendant des semaines après cette révélation, je me suis pas lavée une fois, quoi. C'est absurde. Mais il fallait que je me lave, que je me lave, que je me lave, que je prenne des douches, que je prenne des douches. Ah ouais, une sensation d'être sale incroyable, quoi. Il y a un truc une question que je me pose, c'est quand on vit ce genre de trauma, quand on vit ce genre alors, quand on redécouvre tout ça, est-ce qu'il est possible de pardonner en fait? Alors là, en fait, il faut savoir que tu es juste dans la phase de l'acceptation. Pour moi, guérir d'un trauma, il y a 3 phases clés très importantes, c'est-à-dire te confronter à toi-même, donc, et l'acceptation. Donc, accepter d'aller voir ce qui s'est passé. Ensuite, la compréhension. Si tu passes pas par cette étape, pour moi, tu ne guériras pas. Donc la compréhension, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, pourquoi moi, etc. Et ensuite seulement vient l'étape du pardon. Ok. Alors, l'étape de la compréhension, comment tu intègres, comment tu comprends le sens, parce que c'est ça finalement la clé, comment tu comprends le sens de tout ce que tu as vécu? Alors, comme je continue de m'informer, de m'éveiller spirituellement aussi, parce qu'il y a des choses qui se passent en moi, en fait, plus je me libère, plus je développe des choses. C'est-à-dire, par exemple, au cabinet, je me rends compte que je développe des choses avec les mains. J'ai même plus besoin de poser ma main sur le corps des gens. C'est-à-dire que entre guillemets, je soigne les gens avec, je sais pas, je développe ce qu'on appelle un magnétisme. Moi, j'apprends ça. Je développe toutes ces choses-là. Je développe des visions aussi, mais alors pas plus celles-là, mais des bonnes visions qui sont très fortes, très précises, etc. Mais je laisse un peu ça de côté parce que ça me fait un peu peur d'avoir ces visions, donc pour l'instant je laisse ça de côté. Et je me rends compte aussi que l'être humain est fondamentalement un être spirituel avant d'être un être terrestre, c'est juste qu'on l'a oublié avec toutes ces conventions. Et je me dis, il faut que je développe mon côté spirituel, parce que si tu ne développes pas ton côté spirituel qui fait partie intégrante de ton être, eh bien tu ne peux pas évoluer. Ça reste ma vision des choses. Alors je développe mon côté spirituel, je me fais aider des meilleurs que je trouve sur mon chemin, y compris toi, bien sûr, Xavier Murez, et je décide, avec ton aide, de partir à la recherche de cette compréhension, parce que ça devient instinctif, je te le dis. Je te dis, Xavier, il faut que je comprenne, il faut que j'aille voir pourquoi est-ce que j'ai subi ça, moi qui n'ai jamais fait de mal à une mouche, pourquoi est-ce qu'on m'a fait tout ça, pourquoi je suis née sur cette terre pour qu'on m'afflige ce genre de choses. Il y a forcément un sens, et il faut aller chercher ce sens. Alors effectivement, à cette époque-là, tu décides hein, de demander une séance, en l'occurrence avec médium, parce que il y a toujours en toi, au fond de toi, cette idée premièrement, de peur de se reconfronter directement et corporellement à tout ça, mais aussi de besoin de validation extérieure de tout ce que tu as vécu. Et donc, on fait cette séance, alors en l'occurrence, en plus, avec Fanny. Euh, Qu'est-ce que tu découvres à travers cette séance et comment ce que tu découvres t'aide pour la suite? Alors, ça a été très rapide en fait, puisque c'est comme s'il fallait absolument que les guides aillent droit au but, sans tergiverser, c'est-à-dire que vraiment, après l'induction, Fanny est tout de suite partie dans le contexte, tout de suite, c'est-à-dire que je me souviens qu'elle elle est arrivée devant une église. Elle était très mal à l'aise, elle était pas bien du tout. Elle avait même pas envie d'y entrer en fait, elle a dû demander de l'aide. Je sais pas si tu te souviens, mais elle a dû demander de l'aide
pour entrer dans cette église. Donc elle a attendu que son guide vienne lui tenir la main, entre guillemets, ou même littéralement, pour entrer dans cette église. Et là, elle entre et elle se dirige spontanément vers une petite pièce dans cette église. Et elle dit qu'il y fait très froid, que c'est très malaisant, qu'elle a envie de sortir. Mais elle ouvre la porte et derrière, elle découvre un prêtre avec un enfant. Voilà. Et du coup, je vous laisse imaginer ce que le prêtre était en train d'affliger en fait à cet enfant. Et donc, elle me dit, je vois ce prêtre, et ce prêtre, c'est Sarah en fait. Et donc, je comprends que, en plus, en ayant écouté tes podcasts, en ayant lu des livres, etc., je comprends que, bah oui, effectivement, et j'ai été incarnée, donc, dans le corps de ce prêtre pédophile, et que j'ai fait ça toute ma vie, en fait, toute ma vie. Alors, j'étais... Et c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui m'a dit ça il y a pas longtemps, qui m'a dit, mais en fait, c'est l'archétype de ton grand-père, parce qu'en fait, mon grand-père, c'était pareil. Je sais pas si toi ou ceux qui nous écoutent ont vu la série Sambre, il me semble que ça s'appelle Sambre, sur cet homme du Nord-Pas-de-Calais ou de la Somme, je sais plus, qui a violé des femmes pendant des années et des années, alors qu'il était aimé de tous, aimé des flics. C'était l'entraîneur de foot de la ville. Tout le monde l'adorait, c'était une figure de la ville. En fait, mon grand-père, c'était pareil, c'était une figure de la ville. Tout le monde l'adorait, il a été adjoint au maire, il a été aimé de tous, et dans l'ombre, il faisait tout ce qu'il faisait. Et bien là, c'était pareil en fait, j'étais ce prêtre-là. J'étais aimé de tous, je faisais des messes incroyables, tout le monde avait confiance en moi, tout le monde m'aimait, mais le soir et pendant les chorales, voilà ce que je faisais. Avant que tu nous dises ce que ça a provoqué en toi, cette compréhension, je me sens de préciser, parce que c'est vraiment important de le faire, que quand on vit ce genre de séance, les informations qu'on reçoit, les compréhensions, comme on dit, c'est toujours ce qu'on est en mesure d'intégrer au moment où on fait cette séance. C'est-à-dire que jamais on ne va donner des informations qui pourraient créer un nouveau traumatisme. C'est hyper important de le comprendre, parce que dans ton cas, on pourrait se dire, de point de vue extérieur, c'est extrêmement violent de se confronter à ce schéma-là, de tout ce que ça peut créer comme culpabilité, voilà, comme émotion. Mais il est important de comprendre que à travers ces séances, on ne va revivre que et uniquement que ce qu'on est en mesure d'intégrer. Et donc, a priori, je ne le savais pas, mais j'étais en mesure d'intégrer ça. Et ben, je l'ai vécu, je l'ai intégré assez rapidement, parce que en fait, ça a provoqué en moi. De toute façon, je suis sortie de cette séance, même si c'est pas moi entre guillemets qui ai voyagé, je n'étais que spectatrice de mon voyage. Eh bien, ça m'a marqué. Je suis sortie de cette séance avec un vide en moi. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce vide? Je ressentais littéralement un vide en moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du vide, en fait. C'était de la sérénité et de la joie qui est venue remplacer la peur. Parce que la peur est tellement lourde qu'elle t'écrase, en fait, hein, au sens littéral du terme. Et la joie et la sérénité est venue remplacer ça. Et j'étais d'une légèreté. Et j'ai dit, ok, il y a un sens. J'ai payé une dette. Et là, c'est ok. Quand tu peux te dire ça, là, c'est ok. C'est bon. Bon, après, il reste le pardon aux êtres humains, hein. Ça, c'est autre chose. Mais c'est ok. Et du coup, je te repose la question que je t'ai posée tout à l'heure. Est-ce que c'est possible de pardonner, en fait? Est-ce que c'est possible concrètement, quand on est incarné sur Terre, quand on vit toutes ces atrocités, qu'on les ressent dans sa chair, est-ce qu'on est capable de donner un pardon? Alors, je te réponds sans hésiter oui, mais à condition que tu comprennes que lorsque tu pardonnes à l'autre, tu te pardonnes avant tout à toi. Lorsque tu libères l'autre, tu te libères toi. C'est ce que j'ai fait avec mon grand-père. Avec ça, c'est ok. Avec la mère, c'est en cours. Mais avec le grand-père, je l'ai fait. Je l'ai fait, c'était essentiel. C'était essentiel. Sinon, tu t'éteins, en fait, tout simplement. Ça marche aussi dans des choses un peu plus
banal entre guillemets. Je ne banalise pas, par exemple, les relations d'un homme et d'une femme avec un pervers narcissique qui aurait fait du mal, etc. Ou toutes sortes de mal qui existent. Hein. C'est pareil pour ça. Pardonne à l'autre de ce qu'il t'a fait et tu te pardonnes à toi et tu te libères toi en fait. Mais par contre, il faut que ça vienne, enfin, faut que ce soit puissant. Faut vraiment que ça vienne du cœur. C'est pas une légende, hein, le cœur. Hein. Faut vraiment que ça vienne de là. Sinon, ça marche pas. Ouais. C'est vrai que, alors, du coup, c'est quelque chose que je constate en séance, hein, mais c'est cette notion de pardon, même si quelque part, on pourrait se dire, bah, on pardonne quelque chose qu'on a quelque part acté avant de s'incarner, donc il n'y a pas, y a rien à pardonner, mais si, parce qu'en fait, le pardon, d'un point de vue énergétique, ça je l'ai compris un peu plus tardivement, il y a un changement de système, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se libère autour de nous et qui nous apporte, comme tu disais, cette sérénité aussi, cette joie qu'on pensait peut-être pas pouvoir expérimenter un jour. Donc c'est vraiment fondamental. Oui, et puis ça lève des voiles vraiment, littéralement, sur toi-même. C'est-à-dire que plus tu te libères de ces couches-là, encore faut-il avoir le courage d'aller te regarder dans le miroir et de regarder en face tes traumas. Ça, c'est vraiment encore tout un travail à part entière. Ça peut prendre des années. Mais tu lèves les voiles sur toi-même et tu te découvres et tu es de plus en plus vers ton toi avec un grand T. Et tu peux devenir vraiment toi avec un grand T. Tu vois, sinon tu erres en fait toute ta vie. Et tu sais pas trop pourquoi t'es là, finalement t'es là, bon, tu fais ton taf, tu fais ta vie, mais il te manque un truc. Bah, ce truc-là, c'est toi. Et moi, plus j'ai cheminé, plus je suis allée vers moi, avec un grand M, en fait. Sarah, tout ce parcours de vie assez incroyable que tu viens de nous conter, il t'a servi à créer une association, en tout cas un projet associatif. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ce projet associatif qui s'appelle Atman Résilience, il est destiné à tout. Alors c'est le début, on est en train de le monter. Je suis encore en recherche de divers thérapeutes atypiques parce que je veux que l'association soit atypique dans tous les sens du terme. Je vais reprendre le schéma de mon chemin de guérison parce que c'est vraiment le seul. J'ai essayé plein de choses, mais c'est le seul qui m'a permise de vraiment devenir ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai pas fini, de toute façon les mises à jour c'est tout le temps. Et en fait, je l'ai testé sur des consultants que j'avais. Donc en fait, j'avais des consultants qui venaient par exemple me voir que moi ou que quelqu'un d'autre, et des consultants que j'envoyais faire le schéma que j'ai eu. Eh bien, j'ai constaté qu'il y avait une avancée incroyable dans leur vie lorsqu'ils étaient pris en charge, comme je dis, de manière complexe. Parce que le psychotraumatisme, ce que j'ai vécu par exemple, est complexe, donc tu ne peux pas avoir une prise en charge singulière. Donc cette association te prend en charge de manière complexe pour que tu puisses guérir de ton psychotrauma. Donc psychotrauma de type 1, ça peut être un grave accident, quelque chose qui t'a traumatisé mais qui a été ponctuel, par exemple un incendie de ta maison. Ou le psychotrauma complexe, donc la femme qui a été battue pendant des années, l'enfant qui a été violé, tu vois, des choses qui ont duré dans le temps comme ça. Donc on prend ces deux cas de psychotrauma et on les emmène par diverses étapes très atypiques elles aussi pour aller chercher en soi et guérir. Ouais. Ouais, autrement dit, c'est un véritable parcours, un parcours de prise en charge par des domaines de compétences pluriels, pluridisciplinaires, un peu selon à l'image de ce que tu as vécu toi. Évidemment, j'imagine que c'est adapté à chaque personne et que toutes les personnes n'ont pas besoin de passer par toutes les étapes par lesquelles tu es passé toi. Mais c'est ça l'idée, quoi. Oui, oui, et puis là encore, je t'ai pas tout raconté parce que voilà, ça prendrait encore une heure, mais j'ai eu plein d'autres étapes qui ont été aussi fondamentalement très importantes, des étapes clés incroyables et qui seront d'ailleurs que je raconte dans le livre, puisque en fait j'ai eu besoin d'avoir une décharge d'écriture. Je raconte tout en détail dans ce que j'appelle un livre témoignage, pour pouvoir au moins essayer de déclencher une petite étincelle chez les gens qui sont perdus, qui savent plus trop
où aller avec leur mal-être parce qu'ils se sentent incompris, etc. Oui, d'ailleurs, merci de parler de ce livre que j'ai lu, qui est pas encore édité et pour lequel il y a un appel aux dons clairement de ta part pour pouvoir l'éditer. Oui, pour pouvoir financer l'édition, donc ce sera aux éditions du Panthéon, donc c'est eux qui ont décidé de me suivre. Et du coup, on peut retrouver l'aide, le crowdfunding, comme on dit, sur Ulule. Sarah Atman, Ulule, en fait, et voilà, c'est vrai que je fais cet appel pour que je puisse avancer vite, et parce que ce projet, ça fait longtemps, et voilà, un petit coup de pouce pour l'édition, en fait, juste pour l'édition, ouais. Ok, je mettrai évidemment le lien vers le crowdfunding, le lien que tu me donneras dans le détail de l'épisode, sur toutes les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube. Sarah, on va terminer cet épisode. J'aimerais te demander, quelque part, la compréhension de tout ça, celle qui est la tienne aujourd'hui, de ce parcours et quelque part l'état d'esprit dans lequel tu es aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais je vais très bien et je suis très reconnaissante, en fait, de tout ce que l'univers m'a apporté et m'a fait subir. Parce que dans ce que j'ai compris, vraiment, et j'en suis persuadée, c'est que dans chacune de vos épreuves, qu'elles soient entre guillemets banales, une épreuve banale ou une grave épreuve, il y a de la lumière qui vous emmène là où vous devez aller et là où vous devez être, en fait, avec un grand E. Donc, ne négligez jamais vos épreuves, ne négligez jamais vous, en fait, c'est-à-dire écoutez-vous, écoutez vos instincts, écoutez votre corps, il a tout en lui pour vous diriger vers ce que vous devez être. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup, Sarah. Merci infiniment du fond du cœur de ce partage complètement transparent, si profond, aussi douloureux. Et je suis sûr qu'il trouvera plein de résonances, plein d'échos à travers les parcours des personnes qui pourront nous écouter. Eh bien, je l'espère. C'est mon but. Ouais. Merci beaucoup, Xavier, pour ta confiance. Merci. Merci à vous tous pour votre écoute fidèle. À bientôt.